Arnold Fischer, architecte renommé, se tenait devant sa table à dessin dans son bureau à domicile, examinant méticuleusement les plans de ce qui serait son dernier projet avant de prendre sa retraite à 65 ans. Ses mains n'étaient plus aussi stables qu'autrefois, mais son esprit demeurait aussi affûté que les crayons parfaitement alignés sur son bureau. Le complexe commercial de Westridge représenterait son héritage, l'aboutissement d'une carrière de 40 ans en tant qu'un des architectes les plus respectés de l'industrie. Son entreprise, Fischer Design, avait évolué d'une opération unipersonnelle à une société employant plus de 50 personnes. À travers les récessions et les périodes de prospérité, Arnold avait navigué les eaux tumultueuses de l'industrie de la construction avec un mélange de talent, de prévoyance et d'une détermination implacable que peu soupçonnaient derrière son extérieur posé. La sonnerie retentit, interrompant sa concentration. Arnold jeta un coup d'œil à sa montre, 21h30. À travers le Judas, il reconnut Bill Donahue, son avocat et l'une des rares personnes en qui il avait une confiance sincère. Academia.edu. Bill, dit Arnold en ouvrant la porte, c'est tard pour une visite à domicile. L'attitude habituellement assurée de Bill semblait atténuée. Puis-je entrer ? Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Dans le salon, Bill refusa un verre et alla droit au but. Je gère vos affaires depuis 20 ans, Arnold. Durant tout ce temps, je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui me fasse douter de votre jugement, jusqu'à maintenant. Arnold haussa un sourcil. Scribe.com. Continuez. Il y a eu des activités inhabituelles sur vos comptes, de grosses sommes transférées vers des comptes offshore que je n'ai pas mis en place. Votre fonds de pension a été consulté. C'est impossible, dit Arnold, sa voix calme malgré la colère bouillonnante en lui. Je suis le seul à avoir l'autorisation. Plus maintenant, répondit Bill en faisant glisser un dossier sur la table basse. Il y a 2 mois, votre épouse Beverly est devenue co-signataire de presque tous vos biens. Arnold fixa les documents, reconnaissant sa signature, sauf qu'il ne les avait jamais signés. Une imitation parfaite. Librairie.land. +4. Courséhero.com. +4. Reddit.com. +4. Ce n'est pas tout, continua Bill. J'ai reçu un appel de Howard Layton de votre entreprise. Il est question de vous racheter à une fraction de la valeur de vos parts une fois que vous prendrez votre retraite la semaine prochaine. Howard pensait que vous étiez déjà au courant. Arnold s'adossa, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Sa fille Tiffany le pressait de prendre sa retraite depuis des mois. Son fils Greg s'intéressait soudainement aux finances de l'entreprise. Et Beverly, son épouse depuis 41 ans, était distante, multipliant les voyages pour rendre visite à sa sœur plus que jamais auparavant. Academia.edu. Qui d'autre sait que vous êtes ici ? Demanda Arnold. Personne. Je suis venu directement du bureau en découvrant ces anomalies. Arnold acquiesça, sa décision déjà prise. J'ai besoin que vous fassiez exactement ce que je vous dis, Bill, et que vous n'en parliez à personne. Après le départ de Bill, Arnold resta seul dans son salon assombri. La trahison le blessait profondément, non pas à cause de l'amour, qui s'était estompé depuis des années, mais à cause du manque de respect. L'idée qu'on puisse le manœuvrer aussi facilement après des décennies de réflexion stratégique lui était insupportable. Son téléphone vibra avec un message de Beverly, « N'oublie pas ton dîner de retraite demain soir. Tout le monde sera là. » Arnold esquissa un sourire froid. Oui, tout le monde sera là, en effet. Chapitre 2, l'affaire de famille. Le lendemain matin, Arnold entra dans les bureaux de Fischer Design avec sa précision méthodique habituelle. Les employés le saluèrent respectueusement à son passage, certains lui adressant des félicitations anticipées pour sa retraite. Il les remercia avec une cordialité de circonstance, tout en observant qu'il semblait sincèrement attristé de le voir partir et qui peinait à contenir son excitation. Dans la salle de conférence, Arnold trouva son fils Greg en grande discussion avec Howard Layton, le directeur financier de l'entreprise. Ils se séparèrent maladroitement à son entrée. « Papa » s'exclama Greg avec un enthousiasme forcé, « tu ne devrais pas être à la maison en train de te détendre. C'est le grand jour demain. » À 34 ans, Greg Fischer avait la taille de son père, mais aucune de sa discipline.
Il avait rejoint l'entreprise il y a 10 ans plus par obligation que par passion et n'avait jamais dépassé le niveau de la gestion intermédiaire, malgré le nom de Fisher. Je règle quelques détails, répondit Arnold. Howard, j'aimerais avoir les projections trimestrielles sur mon bureau avant midi. Les projections trimestrielles? Mais vous partez à la retraite. Et jusqu'à ce que ce soit le cas, cette entreprise reste la mienne. Le ton d'Arnold ne laissait aucune place à la discussion. Après le départ précipité de Howard, Greg tenta de calmer la situation. Papa, nous avons discuté de la transition. Avec ta retraite, il serait peut-être judicieux de restructurer certaines choses. C'est possible, répondit Arnold sans s'engager. Où est ta sœur? Greg consulta sa montre. Tiffany avait un petit déjeuner avec les investisseurs de Westridge. Elle devrait revenir bientôt. Contrairement à son frère, Tiffany Fisher avait hérité de l'ambition et de la ruse d'Arnold. À 39 ans, elle était devenue responsable du développement commercial de l'entreprise. Elle était intelligente, déterminée et, comme Arnold l'avait récemment découvert, totalement déloyale. Comme si elle avait été invoquée par la pensée, Tiffany entra dans la pièce, impeccablement vêtue et rayonnante de confiance. « Papa, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. » « Clairement, répondit Arnold. « Comment s'est passé ton rendez-vous avec Westridge ?» Une lueur de surprise traversa le visage de Tiffany. « Productif. Ils sont enthousiastes à l'idée de commencer les travaux le mois prochain. Intéressant, car Roger Hammond m'a appelé ce matin pour confirmer notre déjeuner demain. Il semblait ignorer tout rendez-vous de petit déjeuner. » Tiffany se reprit rapidement. « Pas Roger. J'ai rencontré Diane de leur équipe juridique pour discuter de certains détails contractuels. » Arnold laissa le mensonge flotter dans l'air, notant comment Greg se tortillait mal à l'aise tandis que Tiffany maintenait le contact visuel. « Je vois. Eh bien, j'ai hâte d'en entendre parler lors du dîner ce soir. » Avant de partir, Arnold s'arrêta dans son bureau. De son coffre-fort, il sortit une petite clé USB. Il plaça plusieurs documents dans sa mallette, puis accéda à son ordinateur pour effectuer quelques ajustements cruciaux sur des fichiers qui resteraient inactifs jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. En sortant, il passa devant l'assistante de Tiffany, Zoé, une jeune femme vive et prometteuse qui lui avait toujours témoigné du respect. « Monsieur Fisher » l'interpella-t-elle. « J'ai les dossiers que vous m'avez demandés sur le projet Westridge. Les versions originales ainsi que les révisions. » Arnold prit le dossier, reconnaissant immédiatement une alliée. « Merci, Zoé. C'est votre souci du détail qui vous fera aller loin dans ce métier. » Quand Arnold arriva enfin chez lui, Beverly était déjà en mode chef d'orchestre pour les festivités du soir. À 63 ans, elle conservait encore une silhouette impeccable et prenait soin de teindre ses cheveux blonds pour dissimuler les mèches grises. Elle virevoltait dans leur vaste cuisine, dirigeant le personnel traiteur avec une autorité bien rodée. « Ah, te voilà, dit-elle en l'apercevant. Je t'appelle depuis ce matin. J'avais des affaires à régler au bureau, répondit Arnold, l'observant attentivement. Bill Donag est passé hier soir. Les mains de Beverly s'immobilisèrent un instant, avant qu'elle ne continue à arranger les fleurs. Ah bon, qu'est-ce qu'il voulait? Quelques papiers concernant la retraite. À propos, qui vient ce soir? Juste la famille et quelques proches, dit Beverly sans croiser son regard. Tes associés du cabinet? Bien sûr. Oh, et j'ai invité Roy Sullivan. Arnold garda un visage impassible à l'évocation de Roy Sullivan, un promoteur immobilier avec qui il avait parfois travaillé. Roy Sullivan. J'ignorais que vous étiez proche. Nous ne le sommes pas, répondit Beverly un peu trop vite. Mais il a joué un rôle crucial dans le projet Westridge, alors j'ai pensé que c'était approprié. Arnold hocha la tête. Les pièces du puzzle continuaient à s'emboîter. Bien sûr. Très attentionné de ta part. Il monta à l'étage pour se doucher et se changer, mais fit un détour par leur chambre. Il ouvrit le tiroir supérieur de Beverly et, dissimulé sous ses foulards, trouva un téléphone jetable. Les messages qui lui confirmèrent ce qu'il soupçonnait déjà, Beverly et Roy Sullivan entretenaient une liaison depuis au moins 1 an. Pire encore,
Ils y discutaient d'un plan, un plan visant à sécuriser les actifs avant la retraite d'Arnold. Des SMS adressés à Greg et Tiffany coordonnaient leurs efforts pour l'évincer et s'approprier tout ce qu'il avait bâti. Arnold replaça le téléphone exactement où il l'avait trouvé, puis alla se préparer pour le dîner de retraite. Son visage ne trahissait rien, rien de la fureur glacée qui bouillonnait en lui. Chapitre 3, le dîner de retraite. La salle à manger privée du Lakezid Club baignait dans une lumière chaude, rythmée par le murmure des conversations. 40 invités échangeaient des souvenirs autour de flûtes de champagne hors de prix, partageant anecdotes et hommages à la carrière d'Arnold. Dans un coin, Roy Sullivan riait un peu trop fort avec Howard Layton, les deux hommes jetant par moments des regards furtifs vers Arnold. Beverly, impeccable dans sa robe noire élégante, virevoltait de groupe en groupe, incarnant la parfaite hôtesse. Elle veillait à ce que chaque verre reste rempli. Mais depuis leur arrivée, elle avait à peine adressé la parole à Arnold. Son énergie nerveuse était palpable. Arnold, lui, se déplaçait parmi les convives avec calme et maîtrise, acceptant les félicitations d'un simple hochement de tête. Il notait avec attention qui semblait sincèrement heureux pour lui, et qui évitait soigneusement son regard. À chaque interaction, la carte des trahisons et des loyautés se dessinait plus nettement. Quand le dîner fut annoncé, il prit place à la tête de la longue table, Beverly à sa droite, Tiffany à sa gauche. Greg était assis à côté de sa mère, tandis que Roy Sullivan avait miraculeusement trouvé un siège, juste en face de Beverly. Le premier plat fut servi. Arnold se leva, tapant doucement son verre du bout des doigts. La pièce s'emplit d'un silence attentif. « Merci à tous d'être venus ce soir », commença-t-il. 40 années, c'est long à consacrer à une profession. J'ai vu les tendances architecturales naître et mourir, des bâtiments s'élever et s'effondrer. Et tout au long de ce parcours, je me suis accroché à un seul principe, l'intégrité dans le design. Un bâtiment sans fondation solide est destiné à s'effondrer. Il marqua une pause, regardant sa famille droit dans les yeux. Il en va de même pour les relations humaines. Sans confiance, elles s'écroulent sous la pression. Le changement subtil d'atmosphère ne fut perceptible que pour ceux qui comprenaient les non-dits. Le sourire de Beverly se figea. Tiffany se redressa. Greg se réfugia soudainement dans l'étude intense de sa serviette. Arnold poursuivit. Pour marquer cette occasion, j'aimerais faire quelques annonces concernant l'avenir de Fisher Design. Howard Layton se pencha en avant, visiblement curieux. Roy Sullivan, lui, plissa les yeux. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer que le complexe commercial Westridge se poursuivra comme prévu. Avec une modification majeure. Au lieu de poser la première pierre le mois prochain, la construction commencera immédiatement, sous ma supervision directe. Tiffany releva brusquement la tête. Mais papa, le planning. Le planning a été ajusté, coupa Arnold d'un ton calme. J'ai parlé à Roger Hammond cet après-midi. Il a été très intéressé d'apprendre que certaines modifications étaient proposées, sans qu'il en soit informé. Avant que quiconque ne puisse réagir, les doubles portes de la salle à manger s'ouvrirent. Bill Donagh entra, portant une mallette en cuir. Il hocha la tête en direction d'Arnold et... Chapitre 3, la révélation. Arnold se tenait près du mur, les bras croisés, le regard déterminé. J'ai décidé de ne pas prendre ma retraite tout de suite. Cette annonce provoqua une onde de choc dans la salle. Certains aspects de l'entreprise nécessitent encore mon attention. Beverly retrouva sa voix. Mais chérie, nous avions tout planifié, le voyage, la nouvelle maison à Palm Springs. Oui, la maison, répondit Arnold pensivement. J'avais justement l'intention d'en discuter avec toi. Il fit un geste vers Bill, qui s'avança et posa un dossier sur la table. Voici des documents intéressants, transfert de pouvoir, autorisation bancaire, acte de propriété, tous portant ma signature. Sauf que je ne les ai jamais signés. Le visage de Beverly pâlit. Greg semblait prêt à fuir, tandis que Tiffany restait impassible malgré la tension croissante. Arnold, je ne comprends pas de quoi tu parles, balbutia Beverly. Arnold se tourna vers Roy Sullivan. Peut-être que Roy peut nous éclairer, après tout,
c'est son expert en écriture qui a si habilement imité ma signature. Le visage de Sullivan se durcit. C'est une accusation grave, Fizé. Vous feriez mieux de faire attention. Je suis toujours prudent, répondit Arnold. C'est pourquoi j'ai fait installer des caméras de sécurité dans mon bureau à domicile il y a 3 ans. Les images de Beverly retirant des documents de mon coffre-fort sont assez convaincantes. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les invités, venus pour une célébration, se retrouvaient témoins d'une implosion familiale. Beverly se ressaisit la première, sa stupeur se transformant en détermination glaciale. Elle sortit une enveloppe épaisse de son sac à main et la fit glisser sur la table vers Arnold. « Nous avions prévu de faire cela en privé, dit-elle d'une voix ferme. Mais puisque tu insistes pour faire une scène. » Arnold ouvrit l'enveloppe pour y trouver des papiers de divorce déjà signés par Beverly, avec des onglets indiquant où il devait apposer sa signature. « 41 ans, murmura-t-il. Et c'est ainsi que tu choisis de mettre fin à tout cela. Ta pension est à nous. Tu ne récupéreras rien, lança Greg, enhardi par l'alcool et convaincu que leur plan était encore viable. Tiffany, toujours plus calculatrice, ajouta avec un sourire cruel. Félicitations pour 40 ans de vie gâchée, vieux. Tu pensais vraiment que nous te laisserions tout contrôler indéfiniment? Arnold observa les visages de sa famille, sa femme, sa fille, son fils. Il n'y vit aucune trace de remords ou d'affection, seulement de la cupidité et la frustration de voir leur plan déjoué. Avec des gestes délibérés, il sortit un stylo de sa poche et signa chaque page des papiers de divorce. « Compris », dit-il en repoussant l'enveloppe vers Beverly. Puis il se leva, boutonna sa veste et s'adressa à la salle stupéfaite. « Le dîner est, je crois, terminé. Merci à tous d'être venus. » Alors qu'il quittait la pièce, il entendit Beverly murmurer à Bill. « Il est sérieux? Il vient de tout signer ?» La réponse de Bill se perdit alors que la porte se refermait derrière Arnold. Dehors, dans la fraîcheur de la nuit, il prit une profonde inspiration et regarda sa montre. La première phase de son plan était achevée. Il était temps de disparaître. Chapitre 4, Disparition. 3 jours après avoir quitté son dîner de retraite, Arnold Fizé avait effectivement disparu. Il avait vidé son bureau chez Fizé Design, n'emportant que des objets personnels et ne laissant aucune note. Son téléphone portable renvoyait directement à la messagerie, ses emails répondaient automatiquement, et ses cartes de crédit restaient inutilisées. Beverly Fizé arpentait le sol en marbre de leur salon, le téléphone collé à l'oreille. « Réponds, bon sang », murmura-t-elle alors que l'appel à Tiffany tombait une 3e fois sur la messagerie. Ce matin-là, elle s'était réveillée pour découvrir que tous les comptes du ménage étaient gelés. Ses cartes de crédit avaient été refusées lorsqu'elle avait essayé d'acheter des courses, et même les services publics étaient programmés pour être coupés d'ici la fin de la semaine. La sonnette retentit, et Beverly se précipita pour ouvrir, espérant voir Arnold. À la place, elle trouva 2 individus au visage fermé, vêtus de costumes. « Madame Fizé, je suis l'agent spécial Walsh du FBI, et voici l'agent Cooper. Nous devons vous poser quelques questions concernant Fizé Design et certaines irrégularités financières. » Les genoux de Beverly fléchirent presque. Il doit y avoir une erreur. Mon mari gère toutes les finances de l'entreprise. Nous cherchons également Monsieur Fizé, répondit l'agent Walsh en entrant sans attendre d'invitation. Mais notre enquête indique que vous êtes signataire de plusieurs comptes où des transactions douteuses ont eu lieu. Je n'ai signé que ce qu'on m'a dit de signer, balbutia Beverly, son monde soigneusement construit commençant à s'effondrer. De l'autre côté de la ville, Tiffany Fizé vivait sa propre crise. Elle était arrivée au bureau pour trouver les serrures changées et des agents de sécurité postés à l'entrée. « Je suis désolé, mademoiselle Fizé, dit le garde avec détachement professionnel. Nous avons reçu l'ordre de ne pas vous laisser, vous monsieur Greg Fizé, entrer dans les locaux en attendant une enquête interne. » Enquête? Par quelle autorité? Demanda Tiffany, sa confiance habituelle vacillant. Le conseil d'administration, madame. Ils ont convoqué une réunion d'urgence la nuit dernière. À l'intérieur, les employés s'étaient rassemblés dans la salle de conférence principale, où Bill Donahue s'adressait à eux aux côtés de Zoe Winters, l'ancienne assistante de Tiffany,
qui semblait maintenant occuper une position d'autorité inattendue. Comme vous l'avez probablement entendu, disait Bill, Fizz Design subit des changements structurels. Monsieur Arnold Fizz s'est temporairement retiré des opérations quotidiennes, mais reste l'actionnaire majoritaire jusqu'à ce que la situation actuelle soit résolue. Mademoiselle Winter s'agira en tant que directrice des opérations par intérim. Les employés murmurèrent, confus. Zoé, âgée de seulement 28 ans et auparavant simple assistante, semblait à la fois déterminée et prête à relever le défi. Et légèrement dépassée par son nouveau rôle, une voix s'éleva dans la salle. « Et Tiffany et Greg Fisher ?» Bill s'éclaircit la gorge avant de répondre. Ils sont actuellement en congé administratif, en attendant le résultat d'une enquête portant sur certaines irrégularités financières. À l'extérieur du bâtiment, le téléphone de Tiffany se mit à sonner. C'était Greg. Sa voix, aiguë et paniquée, tremblait à l'autre bout du fil. « Tiff, la banque vient d'appeler. Nos comptes sont gelés. Tous. Et il y a 2 agents du FBI dans mon appartement. Ils posent des questions sur des virements offshore. »« Calme-toi », ordonna Tiffany d'une voix qu'elle voulait ferme, bien qu'elle-même ne ressente rien de tel. « Ce n'est que papa. Il essaie de nous faire peur. Il ne peut pas avoir. »« Ce n'est pas seulement papa. » L'interrompit Greg. « Ils ont mentionné Roy Sullivan aussi. Ils ont les relevés des réunions, les appels téléphoniques, tout. » Le sang de Tiffany se figea dans ses veines. Elle jeta un œil à sa montre, 11h30. 43. C'était le nombre de messages qu'elle avait laissés à son père depuis le dîner de retraite. Pas une seule réponse. Pendant ce temps, à seulement 30 mètres de là, dans une chambre d'hôtel modeste, Arnold était assis devant un petit bureau, son ordinateur portable ouvert devant lui. Sur l'écran, une série de flux de surveillance, sa maison, les bureaux de Fizz Design, et le luxueux appartement de Roy Sullivan. Impassible, Arnold observait. Les agents du FBI interrogeaient Beverly. Tiffany était refoulée à l'entrée du bureau. Greg arpentait nerveusement son appartement. Il vit Roy Sullivan se faire escorter hors de son immeuble, menotté. Sur le visage du promoteur, un mélange de rage et d'incrédulité. Un coup frappé à la porte interrompit sa surveillance. Arnold ferma son ordinateur et alla ouvrir à Bill Donagh, un dossier épais sous le bras, les traits tirés. « C'est fait », déclara Bill sans détour. Le conseil a voté à l'unanimité la suspension de Tiffany et Greg, en attendant les résultats de l'enquête. Le FBI a suffisamment de preuves contre Sullivan pour l'occuper pendant des mois. Et les papiers du divorce ont été officiellement déposés. Arnold hocha la tête, imperturbable. Et le projet Westridge? Il avance comme prévu, sous la supervision de Zoé. Elle est jeune, mais compétente. Les investisseurs étaient inquiets au début, mais une fois que je leur ai montré les plans d'origine, comparés à ceux que Tiffany et Sullivan voulaient remplacer avec des matériaux bon marché, ils ont compris. Parfait, répondit Arnold, se tournant vers la fenêtre. Et Beverly? Elle clame son ignorance totale, évidemment. Elle prétend avoir été manipulée par Sullivan. Le FBI n'y croit pas une seconde. Surtout depuis qu'ils ont trouvé un compte offshore à son nom. Un compte ouvert il y a 6 mois, fit remarquer Arnold, bien avant que Sullivan ne la convainque de me trahir. Bill observa longuement son vieil ami. Arnold, tu es certain de vouloir aller jusqu'au bout? Ce n'est pas trop tard pour limiter les dégâts. Il reste ta famille. Le regard d'Arnold se durcit. Ils ont cessé d'être ma famille le jour où ils ont décidé que j'avais plus de valeur mort que vivant. Mort? Répéta Bill, stupéfait. Tu ne penses quand même pas que... Phase 2 de leur plan, coupa Arnold. Une fois mes avoirs sécurisés, Beverly et Sullivan avaient prévu un « accident » lors de nos voyages de retraite. Tiffany a trouvé un médecin prêt à témoigner que je montrais des signes précoces de démence, rendant ma mort au volant d'un bateau ou d'une voiture plus crédible. Bill s'effondra dans un fauteuil. Comment as-tu découvert tout ça? J'avais des soupçons depuis des mois. De petites incohérences, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Alors j'ai semé des informations, observé leurs réactions, installé des caméras.
L'annonce de ma retraite? C'était le test final. Elle a précipité leurs plans et les a poussés à faire des erreurs. Arnold rouvrit son ordinateur portable, cette fois sur un autre fichier. Maintenant, nous passons à la phase 2 de mon plan. J'ai besoin que tu prépares certaines choses. Chapitre 5, le marionnettiste. Une semaine après sa disparition, Arnold Fischer était assis dans un chalet loué, surplombant le lac Tao. L'isolement lui convenait parfaitement. Méthodiquement, il démontait les vies de ceux qui l'avaient trahi. Son téléphone sonna. L'un des 3 seuls contacts qui possédaient ce numéro. Oui, Zoé. Monsieur Fischer, le conseil a approuvé le plan de restructuration, annonça Zoé Winters. Avec les preuves que vous avez fournies concernant la mauvaise gestion financière sous la direction de Tiffany, ils ont été très motivés à mettre en place les nouveaux protocoles de sécurité. Les contrats du projet Westridge ont été réécrits, comme vous l'aviez spécifié. Les investisseurs sont en réalité soulagés. Les contrôles de qualité que vous avez ajoutés augmentent la valeur à long terme, même si cela réduit légèrement les bénéfices à court terme. Arnold acquiesça, satisfait par l'efficacité de sa protégée. Il avait identifié son potentiel très tôt, cultivé sa loyauté, tout en la gardant assez éloignée pour que sa famille ne la perçoive jamais comme une menace. Il y a autre chose, ajouta Zoé. Roi Sullivan, il est prêt à coopérer avec les autorités. Il affirme que c'est Beverly qui est la véritable instigatrice. Que c'est elle qui lui a présenté le plan, qui a proposé de falsifier votre signature pour prendre le contrôle de vos biens. Arnold esquissa un mince sourire. Prévisible. Et mes enfants? Greg coopère aussi. Il rejette la faute sur Tiffany, et sur Beverly. Mais Tiffany a engagé un avocat distinct, et elle conteste chaque accusation. Évidemment, répondit Arnold. C'est la seule qui ait un tant soit peu de cran. Une fois l'appel terminé, Arnold rouvrit son ordinateur. Il vérifia une autre composante de son plan, le piège financier qu'il avait méticuleusement préparé. En signant les papiers du divorce sans contester, il avait endormi la méfiance de Beverly. Et ses complices furent plongés dans un faux sentiment de sécurité. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il avait déjà transféré la majorité de ses actifs dans de nouvelles fiducies protégées, ne laissant dans les comptes d'origine que juste assez d'argent pour appâter sa famille et surtout, pour que leurs actions puissent être suivies, tracées, documentées. Alors qu'il se débattait désespérément pour accéder à des fonds, qui n'existaient tout simplement plus, il tissait malgré eux une traînée numérique de tentatives de fraude. Une traînée qui, chaque heure, renforçait la position d'Arnold. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Bill. Les experts comptables légistes ont terminé leur analyse préliminaire, annonça l'avocat. Et, demanda Arnold, le regard fixé sur le lac, sans ciller. Ils ont identifié au moins 30 cas où Tiffany ou Beverly ont falsifié votre signature sur des documents financiers au cours de l'année écoulée. Le FBI s'intéresse tout particulièrement aux transferts offshore et aux fonds de pension. C'est la partie la plus accablante. Continuez, dit Arnold d'une voix basse mais ferme. Il existe des preuves qu'il prévoyait de le vider entièrement et de vous accuser de mauvaise gestion. Cela aurait laissé les employés sans rien, pendant qu'eux repartaient avec des millions. La mâchoire d'Arnold se contracta. Le fonds de pension contenait les économies de retraite de chaque employé de Fisher Design, certains y travaillaient depuis des décennies. Que sa propre famille soit prête à ruiner l'avenir de ces gens, pour de l'argent. Cela ne fit que renforcer sa détermination. Mettez en œuvre le plan de secours pour les employés, ordonna-t-il. C'est déjà fait, confirma Bill. Les fonds de réserve ont été transférés. Les pensions sont maintenant garanties à 110% de leur valeur projetée. Une autre chose, reprit-il. Beverly tente de vous joindre par mon intermédiaire. Elle prétend avoir été contrainte, que Sullivan l'aurait menacée. Non, répondit Arnold d'un ton catégorique. Aucune prise de contact. Après avoir raccroché, Arnold resta silencieux, contemplant l'eau. Pendant des décennies, il avait cru que sa plus grande création était son cabinet d'architecture. Mais maintenant, il comprenait que sa véritable œuvre d'art, son chef-d'œuvre,
c'était ce piège méticuleusement élaboré, conçu pour donner à ces traîtres exactement ce qu'ils méritaient. Son troisième appel de la journée arriva juste après le coucher du soleil. Monsieur Fizet. Ici le détective Moral, police du comté. Nous avons interpellé une femme tentant de pénétrer par effraction dans votre propriété au lac Tao. Elle prétend être votre fille. 20 minutes plus tard, Arnold franchissait les portes d'un petit poste de police. Dans la salle d'interrogatoire, Tiffany était assise, le regard défiant. Elle avait l'air en désordre, son apparence habituellement impeccable semblait s'effondrer. Dès qu'Arnold entra, elle bondit de sa chaise. « Papa. Dieu merci. Tu dois arrêter tout ça. » Arnold resta debout, gardant la table entre eux. « Arrêter quoi exactement ? Cette campagne de vengeance. Le FBI, le conseil d'administration, les comptes gelés. Tu as détruit tout ce que nous avons construit. » Nous ? Répéta Arnold froidement. Je ne me souviens pas que tu aies contribué aux 40 années de mon travail. Tiffany changea de ton. Les larmes lui montèrent aux yeux. Papa, s'il te plaît. Maman a fait une erreur. Nous en avons tous fait. Mais cette punition est trop extrême. Une punition ? Cela impliquerait que je cherche la justice, répondit Arnold. Je ne cherche pas la justice. Je protège simplement ce qui m'appartient. En nous ruinant, cria Tiffany, son masque se fissurant. Greg est à bout. Maman risque la prison. C'est ça que tu veux ? Arnold la fixa. Il voyait en elle la même intelligence calculatrice qu'il possédait. Mais aucune des valeurs qu'il avait tenté de lui transmettre. Ce que je voulais, dit-il calmement, c'était la confiance. Manifestement, c'était trop demandé. Tiffany se jeta alors à travers la table, sa façade brisée. Espèce de salaud prétentieux. Tu ne nous as jamais laissé une chance de diriger à notre manière. Tu as toujours tout contrôlé. Les agents la retinrent, la repoussant. Elle hurla en s'éloignant. Tu vas le regretter. Nous avons encore des cartes à jouer. Arnold la regarda partir, impassible. Puis il se tourna vers le détective Moral. Je ne porterai pas plainte pour la tentative d'effraction. Mais j'aimerais déposer une demande d'ordonnance restrictive. En retournant à son chalet, Arnold repensa aux derniers mots de sa fille. Il avait anticipé presque toutes les éventualités. Mais la désespérance de Tiffany la rendait imprévisible. Peut-être était-il temps d'accélérer la phase finale de son plan. Chapitre 6 Pions et joueurs. 2 semaines après la disparition stratégique d'Arnold, la situation de la famille Fizet avait empiré dramatiquement. Beverly était assise dans le bureau de son avocat, le visage marqué par l'angoisse. « Madame Fizet, pour être franc, la situation est très mauvaise, dit l'avocat. La procédure de divorce suit son cours, et la documentation de Monsieur Fizet est extrêmement complète. L'accord prénuptial que vous avez signé il y a 41 ans est toujours valide. Et les preuves de vos tentatives de le contourner par la falsification et la fraude ne font que renforcer sa position. Il a désormais toutes les cartes pour bénéficier de la protection maximale prévue par cet accord. » « Et la maison ? demanda Beverly d'une voix tremblante. « Je devrais avoir droit à la moitié de notre résidence principale, non ?» L'avocat hésita. À ce sujet, il semble que la propriété ait été transférée à une entité corporative il y a 5 ans. Vous avez signé les papiers vous-même. Je n'ai jamais. Beverly s'interrompit. Le choc se lisait sur son visage. Il savait depuis des années, n'est-ce pas? Tout indique que Monsieur Fizet a eu plusieurs coups d'avance tout au long de ce processus, répondit l'avocat. Après avoir quitté le bureau de l'avocat, Beverly se rendit chez Greg. Son fils était dans un état proche de l'effondrement. Des bouteilles vides jonchaient la table basse. Et il ne s'était pas rasé depuis des jours. Ils m'ont viré, bredouilla-t-il lorsqu'elle entra. Licenciement officiel ce matin. Aucun dédommagement. Aucune lettre de recommandation. Beverly s'effondra sur le canapé, juste à côté de lui. Ton père est en train de nous détruire, méthodiquement. Tu pensais vraiment qu'il ne le ferait pas, répondit Greg avec amertume.
Papa ne pardonne jamais à ceux qui se mettent en travers de son chemin. Tu te souviens d'oncle Peter? Un frisson parcourut Beverly à l'évocation du frère d'Arnold. Peter avait autrefois emprunté de l'argent à la société sans autorisation. Arnold ne l'avait pas seulement forcé à rembourser jusqu'au dernier centime, il avait aussi veillé à ce qu'il ne retrouve jamais un travail dans le bâtiment. Peter avait fini par partir en Alaska, et Arnold n'avait plus jamais prononcé son nom. « Il faut qu'on le retrouve », dit Beverly. Le convaincre d'abandonner cette vendetta. Greg eut un rire sans joie. « Bonne chance avec ça. Tiffany a déjà essayé. » Il la regardait comme si c'était une étrangère. « Et ta sœur, elle est où maintenant? Qui sait? » Après son coup de folie avec Tao, elle a disparu. Probablement en train de mijoter un plan désespéré qui ne fera qu'empirer les choses. Le téléphone de Beverly vibra. Numéro inconnu. Elle répondit prudemment. « Madame Fisher? Ici l'agent Walsh. Nous avons besoin que vous vous rendiez immédiatement à notre bureau. De nouvelles preuves sont apparues dans notre enquête. » En raccrochant, Beverly fixa son fils, les yeux écarquillés. « Ils ont trouvé autre chose. Ça ne s'arrêtera donc jamais, n'est-ce pas? » Greg secoua lentement la tête. Pas tant que papa n'aura pas décidé que c'est terminé. Pendant que Beverly et Greg tentaient désespérément de ramasser les morceaux d'un monde qui s'écroulait autour d'eux, Tiffany Fisher, elle, élaborait bel et bien un plan. Dans la chambre miteuse d'un motel, elle rencontra un homme spécialisé dans des domaines, disons, en dehors de la légalité. « J'ai besoin que vous retrouviez quelqu'un, » dit-elle en lui glissant un dossier. À l'intérieur, une photo d'Arnold, et tous ses détails personnels. Il s'est volatilisé, mais il n'est pas aussi malin qu'il le croit. L'homme, qui se faisait appeler Mercé, feuilleta les documents. Militaire? Non. Architecte, répondit Tiffany, agacée. Mais il est rusé. Et prudent. Mercé haussa un sourcil. S'en prendre à son propre père? C'est froid, même selon mes standards. Il ne nous a pas laissé le choix, répliqua Tiffany, les yeux brûlants de colère. Il détruit, méthodiquement, tout ce que nous avons construit. Et une fois que je l'aurai retrouvé. Elle hésita une seconde. Il me faudra quelque chose. Un levier. Quelque chose qui le forcera à reculer. C'est assez vague, tout ça. Contentez-vous de le retrouver, coupa-t-elle. Je m'occupe du reste. Pendant ce temps, dans une propriété isolée au cœur des montagnes du Colorado, Arnold s'était relocalisé pour poursuivre ses manœuvres. La cabane de Tao avait rempli son rôle, elle avait permis à Tiffany de le retrouver, exactement quand il le voulait. À présent, alors qu'il scrutait les images de son nouveau système de vidéosurveillance, il aperçut un véhicule inconnu, avançant lentement devant sa propriété. Parfaitement dans les temps. Arnold décrocha son téléphone. Bill. Nous avons des visiteurs. Plus tôt que prévu. Activez le protocole de sécurité numéro 3. Moins d'une heure plus tard, 3 véhicules banalisés transportant des agents de sécurité privés encerclaient la propriété. Arnold avait anticipé le mouvement de Tiffany. Elle était prévisible dans sa détresse. Son autre téléphone sonna, la ligne sécurisée. Zoé. Monsieur Fisher, une situation urgente. Quelqu'un a accédé au serveur contenant les plans de Westridge. Ils ont téléchargé les designs originaux, avec votre signature numérique. Arnold resta un moment silencieux, assimilant l'information. Quand? Il y a 20 minutes. Le système l'a détecté parce que l'accès est passé par les identifiants de Roi Sullivan. Ils auraient pourtant dû être désactivés. Ils ne l'étaient pas, corrigea Arnold. Ils étaient surveillés. Qui s'est connecté depuis le compte de Sullivan? L'adresse IP renvoie à un appareil enregistré au nom de Tiffany. Arnold hocha la tête. Comme prévu. Elle cherche à rassembler des munitions. Elle veut forcer un compromis. Vous voulez qu'on la bloque? Non, décida-t-il. Laissez-la croire qu'elle a trouvé quelque chose de précieux. Il est temps de déclencher le piège final. Après avoir raccroché,
Arnold ouvrit son ordinateur portable et activa un programme qui était resté en veille depuis des semaines. À l'autre bout du pays, des déclencheurs électroniques s'activèrent. Des dossiers confidentiels furent envoyés à des journalistes, des régulateurs industriels, des comités d'éthique et des agences gouvernementales. Arnold observa froidement le lancement de la phase finale de son échiquier. Toutes les pièces étaient à leur place. Sa famille avait suivi exactement les mouvements qu'il avait anticipés, et la cupidité et le désespoir les avaient poussés dans les coins qu'il leur avait préparés. Il était temps d'en finir. Chapitre 7, Convergence. 3 semaines après avoir quitté son dîner de départ à la retraite, Arnold Fischer était assis dans la salle de conférence du Mountain View Resort, contemplant les chutes de neige à travers les fenêtres. Le luxueux pavillon du Colorado offrait à la fois confort et discrétion. Parfait pour ce qu'il avait en tête. En face de lui, Bill Donagh relisait des documents pendant qu'ils attendaient. « Tu es absolument certain de vouloir faire ça, Arnold ? Une fois que ce sera lancé, il n'y aura plus de retour possible. » « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » répondit Arnold, la voix calme, la détermination intacte. Un coup discret résonna à la porte. Zoé Winters entra, une tablette à la main. Chapitre 8 L'ultimatum. Elle entra dans la pièce, l'air inquiet. « Ils sont là, » annonça-t-elle. « Les 3. Exactement comme tu l'avais prédit. » Arnold hocha la tête avec calme. « Et les autres invités ?» demanda-t-il. « Les agents du FBI sont dans le hall. Les membres du conseil d'administration patientent dans la salle de réunion adjacente. Les journalistes, au bar de l'hôtel, pour l'instant. Parfait. Faites-les entrer un par un. Beverly d'abord. » Lorsque Beverly Fischer pénétra dans la salle de conférence, sa démarche assurée perdit de sa superbe à la vue de son mari. Arnold, imposant, trônait à la tête de la table, encadré par Bill et Zoé. Il avait toute la prestance d'un homme qui contrôlait parfaitement la situation. « Arnold, » dit-elle, prenant un ton volontairement conciliant. « Merci d'avoir enfin accepté de me rencontrer. La situation nous a complètement échappé. » Arnold désigna une chaise. « Assieds-toi, Beverly. » Elle obéit, lissant nerveusement sa jupe. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Roi Sullivan m'a manipulé. Épargne-moi ça, coupa Arnold froidement. J'ai des enregistrements de toi et Sullivan planifiant mon accident juste après ma retraite. Le faux diagnostic de démence, les comptes offshore que tu as créés bien avant même que Sullivan n'entre en scène. Beverly blêmit, mais tenta de se ressaisir rapidement. Quoi que tu crois savoir, on peut arranger ça entre nous. Pour ce qu'on a vécu, pour nos enfants. Nos enfants sont justement le prochain point à l'ordre du jour, répondit Arnold en consultant sa montre. D'ailleurs, Greg ne devrait pas tarder. À ce moment précis, la porte s'ouvrit, et Greg entra en titubant. Il avait l'air épuisé, négligé. Ses yeux s'agrandirent à la vue de sa mère. « Papa ? Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu un message, vous vouliez négocier ? Assieds-toi, Greg, ordonna Arnold. On attend juste que ta sœur arrive pour compléter notre réunion de famille. Greg prit place, jetant des regards inquiets à ses parents. Écoute papa, je sais que les choses ont mal tourné, mais, je faisais seulement ce que Tiffany et maman m'ont dit de faire. Elle disait que tu devenais instable, qu'on devait protéger l'entreprise. En volant dans le fonds de pension, demanda Arnold d'une voix basse mais tranchante. Celui qui soutient fidèlement les employés ayant travaillé pour moi pendant des décennies. Greg n'eut pas le temps de répondre. La porte s'ouvrit brusquement. Tiffany entra d'un pas déterminé, le visage illuminé d'un sourire triomphant. Elle jeta un dossier sur la table. « Je te tiens, papa, » déclara-t-elle en le fixant. « Les plans originaux de Westridge, avec ta signature. Et là, les versions modifiées. Même tarif, mais 40% de coût en moins. Une fraude. Pure et simple. » Arnold esquissa un sourire fin. « C'est ce que tu crois avoir trouvé, Tiffany ? Regarde de plus près. » Tiffany ouvrit le dossier, dépliant les documents sur la table.
Sa confiance s'effaça peu à peu tandis qu'elle les examinait. Attends, ce ne sont pas, ils datent d'il y a 5 ans. C'est un tout autre projet. Exact, confirma Arnold. Le projet River Heights. Là où j'ai surpris un jeune employé ambitieux tentant de substituer des matériaux de moindre qualité pour empocher la différence. Je l'ai renvoyé. Et blacklisté de toute l'industrie. Le visage de Tiffany perdit toute couleur. Tu m'as piégé. Je l'ai fait, admit Arnold. Comme je vous ai tous piégés depuis des mois. Chaque mouvement, chaque tentative désespérée pour vous sauver, anticipée. Contrecarrée. Et désormais, chaque action vous enfonce un peu plus dans les conséquences légales. Beverly retrouva sa voix, vacillante. Pourquoi? Si tu savais tout, pourquoi ne pas nous avoir confrontés plus tôt? Pourquoi ce théâtre de vengeance? Parce que vous deviez comprendre exactement à qui vous aviez affaire, répondit Arnold, d'une voix aussi douce que dangereuse. Pendant des années, vous avez confondu ma retenue avec de la faiblesse. Mon dévouement au travail, avec de l'indifférence. Ma confiance en la famille, avec de la naïveté. Il se leva. Son charisme emplit la pièce, imposant silence et autorité. Ça s'arrête aujourd'hui. J'ai organisé cette réunion pour vous offrir un choix. Arnold appuya sur un bouton du téléphone de conférence. Zoé, fais entrer nos autres invités. La porte s'ouvrit de nouveau. 2 agents du FBI, 3 membres du conseil de Fisher Design, et une femme élégante et imposante firent leur entrée. Juge Patricia Ulbrook, annonça Arnold en la désignant. Qu'est-ce que c'est que ça, lança Beverly, la panique montant dans sa voix. Ceci, expliqua Arnold avec une sérénité glaçante, c'est votre jugement. Suite du chapitre, l'ultimatum, partie 2. Tandis que les nouveaux venus prenaient place autour de la grande table, Arnold resta debout, maître absolu de la salle. Permettez-moi de faire les présentations, dit-il calmement. Voici les agents Walsh et Cooper. Vous les connaissez déjà, ils montent un dossier contre vous tous pour fraude, falsification de documents, et complot. Les membres du conseil sont là pour assister aux décisions, et la juge Ulbrook a accepté de superviser les aspects légaux de ce que je vais vous proposer. Il se tourna vers Zoé. Distribue les documents. Zoé remit à chacun un dossier épais, soigneusement structuré. Arnold les observa alors qu'il feuilletait les pages, et vit la compréhension se muer en désespoir sur leur visage. Ces documents représentent vos options, annonça-t-il. Astérisque, option 1, vous signez, reconnaissez votre culpabilité et acceptez mes conditions. Option 2, vous refusez, et je transmets aux autorités le dossier complet que j'ai constitué garantissant les poursuites pénales maximales et des astérisques sanctions civiles sévères. La première à parler fut Beverly, la voix tremblante de rage. C'est du chantage. La juge Ulbrook l'interrompit sèchement. J'ai examiné ces documents. Ce que vous avez devant vous est une offre de règlement légal. Certes, elle est inhabituellement complète, mais elle est parfaitement légitime. Tiffany tourna frénétiquement les pages de son dossier. Tu veux que je renonce à mes parts de l'entreprise? Abandonne toute revendication sur ton héritage? Avoue une faute professionnelle et accepte une interdiction de 10 ans dans l'architecture et le design? En échange, précisa Arnold, les accusations criminelles les plus graves à ton encontre seraient abandonnées. Tu éviterais la prison. Greg releva la tête de ses papiers, visiblement perdu. Mes conditions à moi, elles sont différentes. Je dois juste admettre mon implication, céder mes parts. Ensuite, il fut décidé qu'il serait transféré au bureau de Seattle, au poste de designer junior. Arnold acquiesça d'un simple hochement de tête. Ton rôle jusqu'ici a surtout été celui d'un suiveur, pas d'un instigateur. Tu as du talent en design, même si ce n'est pas le cas pour le leadership. Le bureau de Seattle a besoin de quelqu'un avec ton profil, sous surveillance stricte. Beverly se redressa brusquement, le visage tendu, les jointures blanchies à force de serrer son dossier. Et moi? Lança-t-elle, la voix tremblante de colère. Tu t'attends à ce que j'accepte un accord de divorce qui me laisse avec un simple condo à Phoenix et une pension mensuelle ridicule. Ses yeux lançaient des éclairs.
Tu as comploté pour me tuer. Arnold la fixa sans aucune émotion. Sois reconnaissante qu'il existe encore une option pour éviter de passer le reste de tes jours en prison. L'agent Walsh s'éclaircit la gorge. Monsieur Fizet a coopéré avec notre enquête. Les preuves du complot pour meurtre sont accablantes, Madame Fizet. Sans cet accord, nous vous poursuivrions pour les charges les plus graves possibles. Le masque de Beverly se fissura d'un coup. Elle chancela intérieurement, luttant pour garder contenance. C'est insensé. C'est Roi Sullivan qui a imaginé ce plan, pas moi. Jamais je ne l'aurais exécuté. Les enregistrements disent le contraire, répondit Arnold d'un ton glacial. Ton enthousiasme pour le plan était flagrant. Pendant ce temps, Tiffany, toujours la plus stratégique du trio, scrutait les documents devant elle avec une attention renouvelée. Il y a une date limite pour ces offres, c'est bien ce soir à minuit, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Arnold confirma d'un signe de tête. Demain matin, je dois savoir qui accepte mes conditions, et qui choisit de se battre devant les tribunaux. Il se tourna vers les membres du conseil d'administration, rassemblés dans un silence pesant. Choisissez judicieusement. Ces messieurs sont ici parce qu'immédiatement après vos décisions, nous tiendrons une réunion d'urgence du conseil pour formaliser la nouvelle structure de Fizet Design, avec ou sans vous. Le silence tomba comme un coup près. Le poids de la situation s'abattit sur la famille Fizet. Arnold les observa froidement, enregistrant les diverses expressions de prise de conscience qui passaient sur leur visage. Beverly semblait sonner. Greg paraissait résigné. Et Tiffany, toujours la plus semblable à lui, calculait déjà les probabilités. Je vous laisse 1 heure pour examiner les documents et consulter en privé, annonça Arnold. Ensuite, je parlerai à chacun de vous individuellement pour entendre vos décisions. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Tiffany l'interpella. Et Roi Sullivan? Pourquoi n'est-il pas là? Arnold s'arrêta un instant, sans se retourner. Monsieur Sullivan a signé son accord hier. En échange de son témoignage contre vous tous, il a obtenu certaines considérations. Dès qu'Arnold quitta la pièce accompagné des agents fédéraux, les 3 Fizet restèrent figés, en état de choc. Ce fut Beverly qui parla la première. Il bluffe. Jamais il n'enverrait sa propre famille en prison. Tiffany éclata d'un rire amer. Tu ne comprends toujours pas, maman. Il le fera. Papa ne bluffe jamais. Et il ne pardonne jamais non plus. Elle planta son regard dans celui de sa mère. Si on est encore en vie, c'est uniquement parce qu'il veut qu'on subisse les conséquences. Pas qu'on y échappe avec une condamnation rapide. Greg se frotta le visage, épuisé. Je prends l'accord. Seattle, ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est mieux que la prison. Lâche. Cracha Beverly. Réaliste, répondit Greg. Regarde ces dossiers. Il a tout, des enregistrements, des documents, des témoins. On est pris la main dans le sac, et tu le sais. Pendant qu'ils se disputaient, Tiffany continuait à éplucher les documents. Mais plus elle lisait, plus une sueur froide coulait dans son dos. Les preuves contre elle étaient bien pires qu'elle ne l'avait imaginé. Des emails qu'elle croyait supprimés. Des appels téléphoniques qu'elle pensait confidentiels. Des réunions secrètes, toutes méticuleusement documentées. Le pire, c'était la section sur le projet Westridge. Elle y avait planifié le remplacement de matériaux de haute qualité par des matériaux inférieurs, compromettant ainsi l'intégrité structurelle du bâtiment. Si cela devenait public, elle ne risquait pas seulement des accusations de fraude, mais potentiellement, d'homicide involontaire, si l'immeuble venait à s'effondrer. L'heure écoulée, Arnold les convoqua un par un. Greg passa le premier. Il revint pâle comme un linge, mais avec les documents signés. Beverly y alla ensuite. Elle en ressortit les yeux rougis mais une expression résolue sur le visage. Tiffany entra la dernière, le regard dur, une lueur de défi dans les yeux. Avant qu'elle ne dise un mot, Arnold prit la parole. Avant que tu ne décides, il y a quelque chose que tu dois voir. Il ouvrit son ordinateur portable et lança une vidéo. On y voyait Roi Sullivan, dans un bureau du FBI, détaillant comment Tiffany avait été l'architecte de toute l'affaire.
De l'accident d'Arnold à la logistique complète du complot. Il t'a complètement sacrifié, observa Arnold calmement. Il affirme que tu es venu le trouver, que tu l'as séduit pour qu'il participe, que tu as tout organisé. Tiffany resta figée, pétrifiée, regardant son ancien complice détruire une à une toutes ses lignes de défense. Évidemment, je sais que Sullivan ment sur certains points, poursuivit Arnold. Il n'a jamais été un suiveur. Mais son témoignage, ajouté aux preuves que j'ai réunies, constitue un dossier imparable. Il referma l'ordinateur. Le choix t'appartient. Tu signes, et tu acceptes un avenir réduit, mais possible. Il la fixa. Ou tu refuses, et tu passeras cet avenir derrière les barreaux. Tiffany le fixa, cherchant la moindre faiblesse, la plus infime ouverture. Il n'y en avait aucune. Finalement, elle demanda. Pourquoi m'offrir un accord? Pourquoi ne pas juste m'anéantir? Le visage d'Arnold resta de marbre. Parce que, contrairement à toi, je ne prends aucun plaisir à la destruction pour elle-même. Il marqua une pause. Je construis, Tiffany. C'est ce qui nous a toujours différenciés. Un long silence s'installa. Puis, sans un mot, Tiffany prit le stylo, et signa. Chapitre 9, Nouvelle fondation. Un mois après la confrontation au Colorado, Arnold Fisher se tenait sur le chantier du complexe commercial de Westridge, observant les camions bétonnières déverser leurs charges dans les coffrages. L'air vif de l'automne transportait les sons métalliques des engins lourds et les voix des ouvriers qui s'interpellaient, une véritable symphonie de création, une musique familière qui avait toujours apaisé Arnold, plus que toute autre chose. À ses côtés, Zoe Winters parcourait les spécifications techniques sur sa tablette. Elle avait 30 ans et portait désormais le titre de vice-présidente exécutive chez Fisher Design. Une ascension fulgurante, légitimée autant par son talent que par une loyauté indéfectible. Les colonnes de soutien modifiées sont en cours d'installation aujourd'hui, annonça-t-elle. Les ingénieurs affirment que vos améliorations rendront ce bâtiment le plus résistant au séisme de toute la région. Arnold acquiesça, observant attentivement l'activité bouillonnante du site. Un bâtiment n'est jamais plus solide que ses fondations, Zoé. Si on rogne là-dessus, tout le reste est compromis. L'ironie de cette métaphore n'échappa ni à l'un, ni à l'autre. Vous avez eu des nouvelles, des autres, demanda Zoé, prudemment. Le visage d'Arnold resta impassible. Greg s'est manifesté auprès de son superviseur à Seattle la semaine dernière. Il est à l'heure. Il suit les consignes. Beverly, elle, a emménagé dans le condo de Phoenix. Elle a déposé une requête pour renégocier sa pension, qui a été rejetée. Et Tiffany? Il s'interrompit. Une légère émotion passa brièvement sur ses traits, pas du regret, mais peut-être une forme de reconnaissance, ou d'acceptation. Tiffany a quitté le pays. D'après les contacts de Bill, elle serait à Dubaï, tentant de reconstruire une carrière hors de portée de l'interdiction professionnelle qui la frappe aux États-Unis. Zoé marqua un temps, hésitant avant de poser la question suivante. Est-ce que vous pensez parfois à ce qui aurait pu arriver, si vous n'aviez pas découvert leur plan? Arnold tourna son regard vers les plans étalés sur une table voisine. Je ne suis pas du genre à m'attarder sur des spéculations inutiles. Ce qui est fait est fait. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons ensuite. Il marchait le long du périmètre du gigantesque chantier lorsque le téléphone d'Arnold se mit à vibrer. C'était Bill Donahue. Le conseil d'administration a validé le nouveau plan de succession, annonça l'avocat. Votre retraite est désormais officialisée avec toutes les garanties que nous avons évoquées. Le fonds de pension des employés est sécurisé dans une fiducie indépendante, à l'abri de toute future restructuration. Parfait, répondit Arnold. Et la fondation familiale Fisher? Elle a été établie comme prévu. Le capital initial a été transféré, et les statuts déposés avec des clauses strictes, aucun membre de la famille ne pourra accéder ou contrôler les fonds. La fondation financera des bourses d'architecture et des projets de développement communautaire, à perpétuité. Après avoir raccroché, Arnold leva les yeux. Un gigantesque poutre d'acier était en train d'être hissé dans les airs. Le squelette de sa dernière création professionnelle s'élevait lentement vers le ciel. Vous savez, osa Zoé,
la plupart des gens à votre place auraient été anéantis par ce qui s'est passé. Pas seulement sur le plan financier, mais humainement. Voir toute sa famille se retourner contre soi comme ça. Arnold se tourna vers sa protégée. Son regard était ferme, chargé de calme et de certitude. Ils ont commis une erreur fondamentale. Ils ont pris ma discipline pour de la rigidité. Ma patience pour de la passivité. Et mon silence, pour de la faiblesse. Ce qu'ils ont oublié, c'est que j'ai passé 40 ans à concevoir des structures capables de résister à des forces cataclysmiques. Il reporta son attention sur le bâtiment qui se dressait devant lui. J'ai appliqué les mêmes principes à ma réponse, analyse, planification, précision. Et surtout, je n'ai jamais construit sur une fondation faite d'émotions. La vengeance, lorsqu'elle est alimentée par la colère, finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Un contremaître s'approcha, demandant l'avis d'Arnold sur une modification du design de l'atrium. Pendant qu'ils discutaient de détails techniques, Arnold paraissait plus vivant, plus investi que depuis bien longtemps, complètement absorbé par ce travail qui avait toujours défini sa vie. Plus tard, lorsque le soleil coucha le chantier sous une lumière ambrée, Arnold se tenait seul, debout sur ce qui deviendrait un jour la plateforme d'observation du bâtiment. Il ouvrit sa mallette, en sortit une vieille photographie, la famille Fisher, prise 20 ans plus tôt, à l'époque où les enfants n'étaient encore que de jeunes adultes. Et Beverly le regardait toujours, les yeux emplis d'une émotion difficile à décrire, une sorte d'affection mêlée de tristesse, sans aucun artifice ni faux-semblant. Sans le moindre geste de politesse ni d'hésitation, Arnold saisit la photographie qu'il tenait dans ses mains. D'un mouvement sec, presque brutal, il la déchira en plusieurs morceaux irréguliers. Il observa un instant ces fragments voler dans le vent, s'éparpillant comme autant de souvenirs brisés emportés par une tempête invisible. Son téléphone vibra soudainement, rompant le silence lourd qui pesait sur lui. Un message de Beverly apparut à l'écran. Les avocats sont catégoriques, il n'y a aucune échappatoire à cet accord. Arnold, s'il te plaît, nous devons absolument parler. 41 années partagées doivent bien avoir un poids, une valeur quelque part. Arnold, le cœur serré, effaça le message sans même y répondre. Ce geste était devenu un réflexe, tout comme lorsqu'il avait supprimé les 45 appels et messages précédents, toutes les tentatives désespérées qu'elle avait faites pour renouer le contact. Il savait, au plus profond de lui, que certaines trahisons sont irréparables. Que certains fondements, une fois fissurés, ne retrouveront jamais la solidité d'antan. Et qu'aucun effort ne pourra les faire supporter à nouveau le poids du passé. Arnold Fisher, homme d'architecture et de précision, avait appris cette vérité au fil de décennies passées à concevoir des structures solides, pensées pour défier le temps et résister aux éléments. Mais aujourd'hui, il appliquait cette même rigueur, cette même minutie implacable, non pas pour bâtir, mais pour démanteler méthodiquement l'édifice de mensonges et de faux-semblants qui avait gangrené sa famille. Devant lui s'élevait, imposante et majestueuse, la silhouette métallique et bétonnée de son dernier projet. Un squelette d'acier et de béton, qui serait bientôt son testament professionnel. Mais en dépit de cette réalisation majeure, Arnold ne ressentait ni fierté éclatante ni regret amer. Seulement une sérénité silencieuse, la paix intérieure d'un maître artisan qui sait qu'il a mené à bien l'un de ses défis les plus complexes, avec une exécution parfaite, sans la moindre faille. Alors que ses pensées se perdaient dans l'horizon du chantier baigné par les derniers rayons du soleil couchant, son téléphone se remit à sonner. C'était encore Zoé. Monsieur Fisher, les membres du conseil d'administration sont arrivés pour le dîner. Ils sont impatients de discuter des détails de la transition. D'une voix calme mais ferme, il répondit. Dites-leur que je serai là dans quelques minutes. J'avais juste besoin de jeter un dernier coup d'œil à la fondation, à ce qui restera de tout cela. La nuit tombait rapidement sur le chantier déserté. Les ombres s'allongeaient, enveloppant peu à peu la structure de son manteau obscur. Sans un regard en arrière, Arnold Fisher s'éloigna. Derrière lui, la silhouette monumentale de son œuvre finale se dressait comme un phare silencieux, un témoignage de sa carrière et de son héritage. Devant lui, s'ouvrait un futur entièrement façonné par ses propres choix, son propre destin. Un avenir construit sur une conviction profonde, celle que la vraie force ne réside pas dans ce que l'on accumule ni dans ce que l'on crée, mais bien dans ce que l'on refuse obstinément de laisser prendre aux autres.
dans la capacité à préserver ce qui nous appartient, ce qui fait notre essence. C'est ainsi que notre histoire s'achève. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, et je vous retrouverai très bientôt. Probably drink another one. On our search for the warts. Please just give me one. Thank you. Alright. I'm happy with 11. Let me drink this. Throw that off the edge. Alright, we are now on the hunt for another wart. Ooh, boy. Oh my god, that's a lot. Ouch. Is this wart right here? Nope, that's a spawner. Okay. This looks kind of promising. You guys won't get mad if I find this, right? Oh, hello. Okay, we're still extremely light on pearls, so we gotta keep searching. Yes! Alright, warts acquired. Alright, we are officially done. Everything we need in here. So, yeah, I'm gonna go ahead and just dip. Ouch. Ouch. Okay, excellent. So our next goal is to get as much gold as possible, and also maybe find a warped forest and get pearls that way. Because unfortunately, wow, yeah, we're doing terribly with our trades. Just terribly. Big win there, Q. Cat is crawling all over me. Say hi, Kira. Hello, baby. You're on my wire. There you go. Hi. Say hello. Oh, cutie. Alrighty. Yeah, warped forest. Anybody see any warped forest anywhere? Oh, I actually want that tier if I can get it for potions. There's the XP. It might have burned. There's a chance it burned. I'm pretty sure gas drop every time. Oh boy, I'm getting kind of scared. Uh-oh. Okay, this is getting out of hand. Time to go. God, I hate these soul sand biomes. Not every time? Oh, really? I kind of thought they had a 100% drop rate. I guess not. Alrighty, let's keep it going. Where's my Fortune 5 pickaxe when you need it, bro? I
love the Kira right now. It's just sitting on my armchair. Is that a good spot? Yeah? You comfy right there? Okay, baby. She's here to say hi. Okay, I do not want to get shot right here.